D'accord. Bon, nous sommes en train d'avancer la deuxième partie du module 3. Et sur cette partie, nous allons parcourir ces points-là, donc sont les objectifs de cette partie. Rendre son offre attrayante, comment concevoir un argumentaire de vente pertinent, établir une relation client de qualité, utiliser les outils numériques simples pour vendre et enfin fidéliser ses clients pour assurer sa croissance. Bon, mais avant de continuer, si on peut faire un petit refresh de ce qu'on s'est dit la dernière fois. C'est parce que deux personnes rapidement peuvent dire quelque chose et puis on va avancer. Angela, Jaël, Valdez, Ferdinand, rapidement, on court sur le temps aussi. D'accord. Donc, on va commencer par comment rendre son offre attrayante. Parce que lorsqu'il s'agit de vendre, il faut se rassurer que ce qu'on propose est intéressant. Et il faut travailler à le rendre attrayant. La dernière fois, on avait dit, on avait présenté une vérité selon laquelle l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, cette information nous donne de savoir que dans le marketing, même si l'offre qu'on va soumettre sur le marché, donc que ce soit le produit ou le service, même si c'est utile, que ça répond à un besoin, les gens vont toujours quand même regarder la forme, l'apparence. Les gens vont être attirés par ça et il est donc important de rendre son offre attrayante. Donc, le premier point pour rendre son offre attrayante, déjà, c'est la qualité. La qualité, c'est la base. Parce que si la qualité n'y est pas, c'est comme si on a affaire à des tombeaux blanchis. Donc, je vais dire quelque chose comme ça. C'est un peu comme on a pris quelque chose de gâté et qu'on essaie de maquiller. Donc, il faut déjà que la qualité soit au rendez-vous. Et ça va même nous donner de l'assurance pour présenter le produit. Donc, une fois que la qualité est au rendez-vous, donc il y a déjà les détails qui vont avec, donc l'emballage et même les accessoires. Ça va renforcer en fait euh, euh, notre crédibilité pour pouvoir présenter l'offre sur le marché. Donc, quand je parle des accessoires, si je prends l'exemple, peut-être d'un coiffeur. Il est important que, par exemple, il désinfecte les produits, les instruments qu'il utilise pour coiffer. Et là, ça va rendre vraiment son service de qualité. Ça va attirer les clients parce que les clients vont comprendre que lui, il met l'accent sur ce qui est important, par exemple. Donc, après la qualité, maintenant, le packaging suit directement. Donc, le packaging, vraiment la présentation du produit, c'est-à-dire l'emballage, si on peut à côté assortir ça de notre logo avec vraiment les accessoires qui rendent ça intéressant, vraiment c'est super. Donc, par la suite, on peut agrémenter notre offre avec des petits plus. Donc, quand je parle des petits plus, c'est vraiment ces éléments-là qui vont faire la différence avec la clientèle. Donc, ça peut être des options qu'on offre aux clients. Le client peut avoir le choix entre plusieurs saveurs ou tailles. Je crois que la question d'Angela la dernière fois se rapproche un peu de ce point. Donc, on peut avoir un produit, on essaie de faire une présentation pour les personnes âgées, on essaie de faire un packaging pour les jeunes, pour les adultes. Donc là, vraiment, c'est un élément de différenciation que on peut apporter pour rendre son offre agréable et pour tuer la monotonie. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, à un moment, les entreprises changent leur packaging, les entreprises essaient d'innover. C'est toujours pour susciter
pour susciter cette attention-là des gens. On va voir peut-être les produits laitiers. Dernièrement, Nestlé a changé son packaging. C'est toujours le même contenu, le produit, le goût est le même. Mais quand tu arrives, tu vois la boîte a changé. Ça te donne envie encore d'acheter ça. Ça remet le produit dans ton esprit et ça pousse les gens à consommer. Donc, ce sont ces petits trucs-là qui peuvent paraître anodins, mais qui font la différence. Donc, il y a également le service client. Un bon service client, ça contribue également à rendre son offre attrayante. On peut avoir un produit de qualité, mais si le service client n'est pas au rendez-vous, si on répond au client avec arrogance, avec impolitesse et tout ça, vraiment, ça va ternir la beauté de notre offre. Et le quatrième point, c'est travailler sur la visibilité et aussi les témoignages. Donc, de plus en plus, on peut voir des personnes qui, dès lors que leur offre a été accueillie, a été bien reçue par quelques clients qui font des retours satisfaisants, ces personnes n'hésitent pas à partager dessus, que ce soit sous forme de photos, de vidéos, et même à demander les avis des clients. Donc, il ne faut pas hésiter de le faire, demander des retours, des avis, parce que ces retours-là vont vous donner une certaine crédibilité aux yeux de ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, par la suite, quand on a une offre attrayante, quand on s'est déjà rassuré que ce qu'on veut présenter sur le marché est intéressant, que on se concevoir son argumentaire de vente. Donc, l'argumentaire de vente, je ne sais pas si on est ensemble. Oui, on est ensemble, Tá coach. bom. OK. Donc, son argumentaire de vente. Donc, le premier point, c'est déjà de se préparer. Donc, c'est un peu le résumé de ce qu'on s'est dit avant. Il faut déjà recueillir les informations utiles pour pouvoir bien vendre. Donc, être conscient de ces contraintes. Par exemple, le produit ou le service que je vais vendre, je peux parler en deçà de tel prix. Il faut déjà être conscient de ça. Pourquoi? Parce on a fait une évaluation de ses dépenses, de tout ce qu'on a engagé pour avoir ce produit. On a fixé sa marge et on se dit, OK, même si le client prend une certaine quantité, il ne faudrait pas que je descende en deçà de ce prix pour quand même garantir ma rentabilité. Donc, conscient de ses prix, conscient de la disponibilité, parce qu'il faut savoir que okay, tel produit, peut-être qu'il reste 10 pièces ou 15 pièces pour ne pas raconter du n'importe quoi au client. Également, après, il faut connaître les caractéristiques du produit, donc la qualité, parce que le client peut poser les questions, fait à même de répondre. Si ce sont des machines, tu vends des laptops, il faut pouvoir répondre au client s'il te demande est-ce que la machine peut faire ceci, ça, quelle capacité, la RAM c'est combien et tout et tout. Il faut pouvoir lui donner cette information. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut déjà connaître à l'avance son produit. Et si possible, avoir des supports de communication. Donc, une fois qu'on s'est préparé en recueillant ces informations-là, on s'intéresse maintenant à son client. Donc, le client avec qui, la personne avec qui on parle, quel est le profil de la personne? La personne en face de nous, quel est son problème? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est vraiment son environnement et tout et tout. Parce que c'est en fonction de ça, maintenant qu'on va exploiter les informations qu'on a recueillies pour pouvoir lui présenter le produit de la meilleure des façons. Par la suite, maintenant, on peut organiser son discours. Donc, une fois qu'on a les informations sur notre produit ou service et sur la personne qu'on veut aborder, on organise son discours et on se rassure, en fait, organiser son discours, c'est se rassurer que notre discours
soit facile à comprendre et surtout que notre discours présente l'intérêt du produit ou du service euh, pour la personne. Donc, que ce soit pas venir juste vanter son produit, mon produit fait ceci, mon produit est comme ça, mais montrer à la personne que, en fait, en utilisant ce produit, voilà ce que ça va t'apporter. Voilà ce que ça va résoudre comme problème chez toi. Ce n'est pas venir vanter son produit. Le client n'est pas intéressé de savoir si ton produit, c'est un produit miracle et tout, mais lui veut se rassurer que ton produit, ton service résout son problème, que ça comble son besoin. Donc, dès lors qu'on l'a fait, on peut maintenant, on dire qu'on a réuni tous les éléments pour pouvoir concrétiser la vente. Donc, et la meilleure, en fait, la chose qui convient le mieux, c'est de trouver l'accord qui arrange les deux parties. Parce qu'après, il n'est pas juste question de vendre, mais il est question de, de conquérir, en fait, un client qu'on va garder sur le temps. Donc, si on vend, peut-être on fait une vente forcée, ou alors si on raconte du n'importe quoi, on aura certes vendu, mais on aura perdu un client fidèle et même des personnes derrière ce client-là. Donc, par la suite, après la vente, il faut garder à l'esprit l'importance de bâtir une relation client de qualité. Pourquoi? Parce que si on est juste dans la logique de vendre, on va s'épuiser, on va dépenser beaucoup d'énergie. Mais quand on va avec une perspective de gagner la personne et de faire de cette personne un client fidèle, on est en train, en fait, de garantir non seulement la croissance, mais la pérennité de son activité. Donc, pour établir une relation client de qualité, la connaissance du client revient toujours. Parce qu'on ne peut pas entretenir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et la connaissance du client va nous permettre à chaque fois de lui proposer ce qui répond à ses besoins. Donc, pour pouvoir connaître le client, il faut être à son écoute, pour vraiment l'écouter, pour comprendre ce qu'il ressent, comprendre ses attentes, ses besoins et pouvoir répondre de manière claire à ses préoccupations. Il faut se montrer attentif. Donc, attentif pour toujours identifier vraiment qu'est-ce qu'on peut lui proposer en fonction des nouveautés, des nouvelles sorties, en fonction vraiment de ce qu'on peut apporter comme plus, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour non seulement répondre à ses besoins, mais le garder toujours dans notre portefeuille client. Le deuxième point pour établir une relation client de qualité, c'est offrir un service exceptionnel. Parce que le service peut être offert par plusieurs entreprises, mais un service exceptionnel, vraiment, ne laisse pas indifférent. Et donc, un service exceptionnel, ça va vraiment permettre au client, même si il partait ailleurs, il va quand même se souvenir que non, là-bas, il y avait quelque chose de différent qu'on m'a proposé. Il y avait une manière vraiment de me recevoir, une manière de me parler, de répondre aux questions. Et ça fait que il aura tendance à revenir vers vous. Donc, des petites astuces. Le premier point, c'est se montrer réactif. Faut vraiment être réactif, répondre aux demandes du client dans un délai raisonnable. Et si possible, utiliser autant que possible de manière optimale les outils numériques pour être vraiment rapide dans les sollicitations du client. Il faut être transparent. Parce que généralement, quand il y a des problèmes, on essaye de contourner, on essaye de fuir et tout et tout. Mais être transparent, en fait, ça permet d'établir la confiance, de renforcer la crédibilité. Parce que le client se rend compte que même quand ça ne va pas, vous vous battez toujours quand même à respecter vos engagements, à lui donner satisfaction. Et là, ça fait un plus. Là, vraiment, ça fait un plus. Le troisième point, c'est de gérer les erreurs avec bienveillance. Parce que les erreurs peuvent arriver. Les dysfonctionnements, les imprévus, ça peut arriver à n'importe qui parce que personne n'est parfait. Mais c'est la manière de gérer qui va faire la différence. La manière de gérer qui va faire la différence. Donc, faire preuve de responsabilité. Ça ne sert à rien de rejeter la faute sur le client. Parce que si un incident est arrivé, prendre sa part de responsabilité
et reconnaître simplement et passer dessus, arranger ce qui nous revient. Ne pas perdre le temps à dire au client, non, vraiment, c'est à cause de toi. Vraiment, si tu n'avais pas fait ça et tout, ça ne sert à rien. Parce que ce client est courtisé par d'autres personnes. Donc, tout simplement, reconnaître sa part, même si c'est 10%, reconnaître sa part et essayer d'arranger ce qui est de sa responsabilité. Maintenant, trouver une solution rapide. Parce que le client, lui, ce qu'il veut, c'est être satisfait. Il ne veut pas comprendre que oh, vraiment c'est monté, c'est descendu, le fournisseur fait ceci, cela, non. Le client va être satisfait, donc trouver une solution rapide et équitable pour pouvoir pallier à, que ce soit peut-être à l'imprévu, je sais pas trop, pouvoir arranger la situation. Et en le faisant vraiment, non seulement on établit une relation de qualité, mais on montre au client qu'il est traité vraiment sa juste valeur. Il n'est pas juste une simple transaction. Donc, on montre au client que le plus important pour nous, ce n'est pas seulement de vendre, d'encaisser de l'argent, mais c'est aussi qu'il soit satisfait, qu'il soit content du produit, du service pour lequel il a payé. Je ne sais pas si on est ensemble. On est ensemble, coach, on est ensemble. OK. D'accord. Donc, par la suite, après la phase de travailler à relation client, une relation de qualité, il faut aller vraiment au-delà, c'est de fidéliser le client. Parce que c'est la fidélisation du client qui permet de garantir la croissance de l'entreprise. Une entreprise qui a des clients fidèles, les clients, lorsqu'il veut un produit, il a le fait de partir chez vous. C'est une entreprise vraiment qui est en train de garantir sa croissance. Donc, la fidélisation, c'est l'une des clés de réussite de toute entreprise. Et ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça ne tombe pas des nues. C'est le résultat d'un travail sur le temps, la construction d'une relation de confiance sur le temps, en appliquant les petits points qu'on a vus précédemment. Donc, pour pouvoir passer de une relation client de qualité à la fidélisation du client, il faut aller au niveau d'une collaboration sincère. Donc, ce n'est plus juste présenter les avantages du produit pour le client, mais vraiment aller au-delà, bâtir une relation sincère avec le client, respecter ses engagements avec le client, se montrer aimable, être à l'écoute et aller au-delà des attentes, vraiment au-delà des attentes. Parce que là, ça devient une relation qui va aller au-delà du business. Ça devient une relation où après le client devient comme un ami, comme vraiment, je sais pas, comme un frère et tout. Donc, aller au-delà, ça peut être partager des petites astuces, des mots de remerciement, vraiment lui envoyer des messages pour demander est-ce que telle chose peut t'intéresser et tout et tout. Montrer vraiment au client que en fait, il est plus que juste un simple partenaire, mais il est vraiment déjà comme une partie prenante à notre activité. Fidéliser le client, c'est garder toujours le contact sans être envahissant, sans être intrusif. Donc, garder le contact, comme envoyer peut-être des messages avec des petites astuces ou partager sur les offres, arriver des nouveaux produits, ou même un message pour son anniversaire. Ça, c'est juste des astuces pour montrer au client qu'il compte pour nous et qu'on pense à lui. Donc, ce n'est pas seulement son argent qui nous intéresse, mais même sa personne, son bien-être nous intéresse. Ne pas hésiter à solliciter les retours des clients. Solliciter ses retours également, ça permet de bâtir la confiance. Parce que quand le client voit que son retour nous intéresse, il dit waouh, donc ça veut dire que ce que je pense est important en fait. Et le client se sent vraiment content de savoir que il peut vous dire ok, telle chose, il faut ajuster. Et quand c'est pris en compte, il se sent encouragé vraiment à venir parce qu'il se rend compte que ici ses besoins sont pris en compte, ses besoins sont vraiment considérés et tout et tout. Donc, le client voit que son opinion, en fait, compte pour vous. Et l'autre point, c'est vraiment ne pas hésiter à exprimer sa reconnaissance.
Ne pas hésiter à exprimer sa reconnaissance parce qu'après, le client n'est pas obligé de venir vers vous. Donc, quand il vient, il vous fait une bonne recette, il vous recommande quelqu'un vraiment, lui exprimer cette reconnaissance-là. Ça renforce ce lien émotionnel-là qui va contribuer à le fidéliser. Donc, la fidélisation, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? La première chose, c'est que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'optimiser ses ressources. Fidéliser son client, c'est un moyen d'optimiser ses ressources. Parce que s'il faut chercher de nouveaux clients, ça demande plus d'énergie, ça demande d'investir en argent dans les publicités et les promotions. Alors que non seulement un client fidèle ne coûte pas comme un nouveau client, mais en plus, la bonne relation que vous avez déjà derrière lui, vous pouvez facilement avoir d'autres personnes sans avoir à dépenser de l'énergie et des ressources pour les convaincre. L'autre chose, c'est que le client que vous aurez converti en client fidèle, par le bouche à oreille, pourra être comme votre ambassadeur, votre agent commercial. Donc, il pourra parler de vous autour de lui, à ses collègues, les membres de sa famille. Et le fait que ces personnes-là vont recevoir un bon retour de votre activité, ça va être une publicité vraiment crédible, qui est plus puissante que les campagnes qu'on peut faire et tout et tout. Parce que là, c'est une recommandation qui est basée sur une expérience, une bonne expérience. Et ça va forcément vous amener de nouveaux clients qui vont venir vers vous avec déjà une bonne image de vous. Vraiment déjà une bonne image et une image qui est basée sur le témoignage que ce client-là aura fait de vous. Donc là, ça fait gagner non seulement en temps, en énergie, même en argent. La fidélisation est importante dans la mesure où ça contribue à augmenter le chiffre d'affaires. Parce que un client qui est content, qui se sent vraiment de la maison, il n'hésite pas à acheter de nouveaux produits, il n'hésite pas à vous faire confiance. Et donc, c'est votre chiffre d'affaires qui est préservé. Et pour finir, la fidélisation également, ça aide vraiment à améliorer son offre. Ça aide à améliorer son offre parce que, par expérience, les clients fidèles, comme on dit souvent, les clients de la maison, ce sont vraiment les meilleurs conseillers. Ils vont dire vraiment sans filtre, sans manière, ils vont te dire vraiment telle chose, il faut arranger, il faut. Et ça, c'est vraiment ceux qui pourront aider à, à non seulement améliorer son offre, mais à assurer sa progression. Sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. OK. Together. OK, d'accord. Donc, les réseaux sociaux, j'ai jugé bon de mettre juste ça. C'est vrai que c'est une slide qui pouvait être mieux développée et exploitée. Mais c'était juste pour dire, pour un début, je sais que la plupart, vraiment, c'est les débuts. Mais pour un début, s'il n'y a pas encore les moyens pour avoir une boutique physique, pour avoir vraiment un emplacement physique, on a la grâce aujourd'hui avec les réseaux sociaux de pouvoir vendre sans boutique physique, pouvoir vendre en ligne. Donc, il faut juste savoir les utiliser, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et plein d'autres. Et aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'IA, il faut juste savoir les utiliser pour pouvoir commencer à faire du chiffre en attendant d'arriver au niveau où on peut s'installer, avoir une boutique. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que euh, en commençant ainsi, on se constitue déjà un portefeuille, on se constitue déjà une renommée, de telle sorte que lorsqu'on prendra une boutique, on aura un emplacement physique. Les charges qui vont découler de cette location-là pourront facilement être absorbées parce qu'on aura déjà grainé une clientèle. Mais vous imaginez que si quelqu'un qui commence directement
se lance en prenant un espace et va commencer à payer le loyer, là, va commencer à gérer les factures, etc. tout et tout. Pourtant, n'a pas encore la clientèle, ça sera vraiment difficile. Et ça sera avec beaucoup de pression. Ça sera avec vraiment beaucoup de pression que l'activité va être pilotée. Donc, euh, juste un encouragement vraiment à utiliser de manière optimale les outils qu'on a pour commencer à faire du chiffre. OK, donc, quelques conseils pratiques pour pouvoir vendre avec le virtuel de manière optimale. Il faut bien soigner la qualité de ces images. Donc, que ce soit les photos ou les vidéos. Se rassurer que ces images, les images vraiment reflètent, ne sont pas les images floues, je sais pas trop, mais vraiment que ce soit bien éclairé, bien illuminé, avec un fond qui est simple. Parce que le fond simple permet de mettre en valeur l'article et ça permet de retenir l'attention dessus. Pourtant, si c'est un fond déjà qui a des fleurs et tout, à un moment même, on perd de vue l'attention sur le produit. Euh, Ne pas hésiter de commencer petit. C'est censé à rien d'être sur toutes les plateformes en même temps, mais commencer petit. Le plus important, c'est d'être régulier. Donc, s'il faut poster 2 fois par semaine, garder la tendance là, que de poster peut-être en un jour 3 fois et attendre 2 semaines avant de poster. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes arrivés à la fin et je vais finir avec ces citations. Soyez là à parler, mais prompte à écouter. Donc, cet extrait déjà nous montre l'importance d'avoir une posture d'écoute qui peut également nous aider dans nos activités. C'est vrai que dans nos relations personnelles, déjà, ça nous aide, mais même dans nos activités, ça peut nous aider parce que quand on est prompt à écouter et là à parler, ça nous permet de comprendre celui qui est en face de nous, nous permet de comprendre celui qui est en face de nous et de savoir quoi dire, d'avoir les mots justes, les bons mots lorsqu'il faudra parler. Et je crois que cet extrait nous aide. En fait, ça rejoint vraiment ce qu'on a dit. Ça cadre avec les techniques du marketing. Et l'autre citation, c'est que les gens s'intéressent plus à leurs besoins qu'à nos marques. Donc, si ton produit est vraiment, je sais pas trop, ça vient de tel pays, je sais pas. Le plus important pour le client, c'est vraiment que ça réponde à ses besoins. Pas forcément de savoir la marque a fait quoi et tout et tout. Donc, le client est plus intéressé par la satisfaction de ses besoins. Bon, ça, c'est le travail à faire. Ça, c'est le travail à faire qui sera envoyé dans le forum. Donc, comment comptes-tu procéder pour rendre ton offre attrayante? Pour cette offre, comment as-tu structuré ton argumentaire de vente? Sur quel levier vas-tu t'accentuer pour établir une relation de confiance avec tes clients? Et pour finir, je n'arrive pas à bien voir. Comment vas-tu procéder pour fidéliser ta clientèle? Donc, ça, c'est le devoir qui sera envoyé dans le groupe. Maintenant, la place aux questions-réponses. Je sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai pas de questions, mais plutôt une remarque. OK, OK. Généralement, les CME du monde, eux, ils vont dire que, en fait, ils te vendent le produit jusqu'à augmenter même ce qu'il n'y a pas dedans. Donc, en fait, ils se basent sur le mensonge.
pour pouvoir plus convaincre le client. Donc, déjà, donc, en fait, ils vendent le produit au-delà des limites. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je n'ai vraiment pas de... Je n'étais pas à l'aise avec ça, franchement. Moi, j'ai aimé cette partie-là où on parle d'être vrai avec le client et honnête. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est d'où je voulais intervenir. Ok, Angela, merci. La vérité, c'est que quand ils le font, telle la personne va acheter là, mais plus tard, ça va nuire, en fait, ça va remettre encore la fidélité. Quand tu te rends compte que tu as été berné, qu'on t'a trompé, tu ne vas plus jamais partir là-bas. Non seulement d'abord, ça va t'énerver, tu vas plus aller, mais tu diras aux gens que vraiment là-bas, on manque, là-bas, on m'a vendu un truc qui était comme ça, gâté et tout. Et tu vois que cette personne-là n'est pas en train de construire quelque chose de solide. Parce qu'on peut commencer son activité vraiment, on est vraiment, on a un petit capital, on est vraiment ses débuts. Mais quand on applique ces principes-là, ça va attirer des gens, ça va attirer les gens. Et après, on aura des clients qui sont là. Tu vas voir des clients qui sont dans une boutique, ils sont là depuis 10 ans. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'ils ont vues et qui ont fait qu'ils restent là. Et tu vois qu'une entreprise qui a des clients qui sont autant fidèles, c'est une entreprise qui va mettre long. Quand on parle de la pérennité des PME, que les PME tombent facilement en faillite, c'est tout ça. Mais une entreprise qui a des clients fidèles, qui lui restent fidèles, c'est une entreprise qui va mettre long. Donc, c'est juste pour renforcer ta remarque. Merci. Oui, Valdez. Ok, déjà, merci beaucoup pour la présentation de ce jour, la formation et tout. Maintenant, le pan de la gestion de la clientèle, les retours des clients, vous avez parlé de quelque chose, mais j'aimerais poser en fait, mettre à jour une problématique à ce niveau. Non, il y a un secteur, bon, ça varie selon les secteurs, mais il y a un secteur particulier dans le domaine des affaires qui est le secteur électronique, par exemple, qui est un secteur très délicat. Maintenant, Mhm. j'ai été confronté à des cas où un client va acheter un produit, tu vas tester sur place, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, le Mhm. client rentre chez soi, branche son équipement, ce que ce soit peut-être une ampoule, que ce soit un téléphone. Maintenant, lorsqu'il branche, et puis, pouf, le téléphone peut-être est grillé, peut-être à cause d'une tension électrique. Maintenant, le client revient avec ce produit Mhm. et il veut à tout prix remettre le tort sur toi. Mais pourtant, s'il faut regarder les choses de manière claire, le tort vient du client parce qu'il a Mhm. fait une mauvaise utilisation. Dans ce cas, comment est-ce qu'il faut gérer? Vu que là, on a appelé à assumer ses responsabilités, mais dans ce cas précis, je ne vois pas qu'il y a trop une certaine responsabilité du client, bien, par exemple du vendeur dans ça, mais plutôt la responsabilité du client, mais qui ne veut pas assumer, mais plutôt regarde son argent qu'il a dépensé, mais cherche plutôt à mettre le tort sur le vendeur. Comment gérer? Bon, je sais pas, Angela, tu as quelque chose à dire? À mon niveau, oui. Mhm. On a parlé d'un aspect là qui rejoignait sa préoccupation, ce qui était de reconnaître son erreur, même si c'est 5%, même si c'est 10%, et chercher à réparer la situation et pour montrer son engagement et sa loyauté envers ce qu'on est en train de faire. Bon, moi déjà dans la vente des ordinateurs, j'ai eu à traverser ce genre de situation où je dis au client, tout se passe bien vraiment, mais quelques temps après, en fait, je prends un produit qui est donc le vendeur, c'est un mauvais fournisseur. Il a programmé de telle sorte que lorsque tu vas ouvrir la machine, tu vas voir les caractéristiques et tout, et tout, et tout, et tout. Et ainsi, lorsque tu éteins la machine,
ça devient autre chose. Quand tu rentres dans la machine, ce sont les vraies caractéristiques maintenant qui apparaissent. Bon, moi, je ne savais pas. Et comme c'était mon mari qui partait faire la livraison, il est parti, il a vérifié les caractéristiques que je lui ai dit. Et il a fait la livraison, il allait expédier. Et arrivé maintenant à Yaoundé, le client, c'était un camarade, un ancien camarade. Quand il ouvre la machine, il voit les choses sont différentes, il fait la capture d'écran, il m'envoie. Il filme, il m'envoie. Ah. Donc, le même jour, commencé avec des problèmes, des problèmes, les problèmes. Oh, le chargeur, tout ça. Je contacte même le monsieur, le fournisseur, il me gère même plus. Là, et la vérité, c'est que je n'avais même pas cherché à gagner grand-chose derrière lui parce que c'était un ami de longue date. Donc, j'étais obligée de chercher, de me battre, en fait. De me battre pour résoudre le problème et de payer le prix qu'il fallait. La dépense que j'avais fait était le double, même le triple du bénéfice que j'avais eu. Mais je l'ai fait et jusqu'au jour, on a de bonnes relations. Donc, pour revenir à ce que notre confrère Vadez a dit, moi, je vois que dans ce cas, il faut aussi essayer de trouver un chemin d'entente avec la personne et reconnaître également que son déplacement qu'il a fait, il peut avoir eu un choc en route, il peut avoir, mais essayer de te battre pour trouver, pour qu'il soit satisfait tout en étant conscient que bon, qu'il comprenne en fait que tu as fait des efforts, tu as donné le meilleur de toi pour le satisfaire. Donc, c'est ce Ok, que je peux dire par Angela. rapport. Ok, Angela, merci. Bon, pendant que tu parlais là, ce qui m'est monté vraiment à l'esprit comme astuce, je me dis, pour les articles vous avez observé que ces articles ont généralement ce genre de problème dans les retours. Je pense que, en plus de tester, en plus de tester, il faudrait donner au client, briefer le client sur les bonnes pratiques sur l'utilisation de ce produit. Parce que tu as pris l'exemple, le client peut aller, il prend c'est le chargeur, il part avec et puis il utilise mal, il y a augmentation et tout et tout. Mais il est important de briefer le client sur les mots. Ça peut être un écran plat, le client prend et pendant qu'il pleut, c'est resté allumé, après ça se vrille. Ça ne sera pas de la faute de la boutique, mais il faudrait que le client soit instruit dessus. Et il est instruit même de telle sorte qu'en prenant l'écran, qu'on lui dise que non, il faut prendre le régulateur de tension pour éviter ce genre de choses. Maintenant, moi, je trouve que l'astuce de tester avec le client elle est déjà bonne. Mais peut-être après, il faut aussi briefer le client sur les, les choses, je veux dire, les choses ou bien les comportements à éviter qui peuvent accélérer l'amorcissement de l'article et comment est-ce que il faut utiliser l'article pour que l'article mette un peu plus sur. Moi, c'est ce que je peux ajouter. Maintenant, dans votre cas de figure, ce qui est un peu compliqué, c'est le fait que généralement, ça se passe de gré à gré. Parce que dans les supermarchés, dès que tu as acheté là, on t'a facturé. Quand tu pars, quand tu rentres et tout, si le truc se calme, c'est une semaine, ça sera un peu compliqué s'il n'y avait pas la garantie. Ça sera vraiment compliqué, à moins que ce soit vraiment un truc sérieux et tout. Mais ils vont te dire non, vraiment, tu avais déjà payé. Si tu n'as même pas la facture, tu ne retrouves même pas la facture, tu vas seulement oublier. Donc, il y a aussi ce point-là. Mais c'est assez délicat. Je pense que sur ce point-là aussi, le discernement entre en jeu. Parce qu'on peut être dans une situation où le client est de mauvaise foi et il faut vraiment la salir pour pouvoir gérer. Mais on peut aussi être dans un cas de figure où effectivement, comme Angela a présenté, l'article n'était pas de qualité. Et là aussi, il faut gérer ça d'une certaine façon. Donc, je pense que le discernement aussi entre en jeu. Donc, je ne sais pas si c'est une autre question. Oui, bonsoir tout le monde. Louis Ferdinand. Bonsoir, Pedro. Mhm.
Bon, désolé, j'ai quelques soucis de connexion. Je reçois les gens à la maison, donc je fais un peu... Bon, c'est pas très évident. Je n'ai pas suivi la dernière partie du cours parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Qu'à cela ne tienne, c'est pas une question. C'est juste pour dire que euh, depuis qu'on a commencé cette formation, je trouve que ça, c'est l'un des thèmes qui m'a le plus passionné. Comment rendre son offre attrayante. Et les quelques points que j'ai suivis, le premier, le deuxième, le troisième, ça m'a énormément intéressé. Pourquoi? Je vous parle de ce que je suis en train de faire actuellement. Mon projet, c'est l'ouverture d'un établissement où on forme en santé et en informatique. Mais pour cette année, nous allons former Mhm. uniquement en santé, oui. Bon, donne-moi une Formation, minute. oui. Peut-être c'est mieux que j'arrête l'enregistrement. Parce que je sais qu'elle est en train de parler.